Bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue sur Burkina Info dans Dossier Brûlant, l'émission qui analyse, qui décrypte et qui passe en revue les sujets d'intérêt national. Et puisqu'il est question d'intérêt national ce soir, nous lançons le débat sur le projet de fédération entre le Burkina, le Mali et la Guinée. Il vous souviendra qu'un mini-sommet a réuni à Ouagadougou les 8 et 9 février, les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays, une réunion tripartite à l'issue de laquelle ils ont décidé d'unir leurs forces. Ces trois pays ont ceci de commun. Ils sont tous les trois dirigés par une transition conduite par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État. Ils ont été tous suspendus des instances de décision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions. En attendant, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kilem de Tambela, a profité de la réception qu'il a offerte au ministre en charge des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et de la Guinée, Maurice Sanda Kouyaté, pour réitérer son rêve de voir ces trois pays faire un destin commun. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le 10 février, on voit le deuxième vice-président du Parlement de la CEDEAO, Sani Malam Chaibou, déclarer, je le cite, on ne va pas vous laisser l'affaire, nous sommes à 15 et on va rester à 15. Ce projet tant souhaité par les autorités burkinabées en lice est-il réalisable dans notre contexte actuel où ces États sont embarqués dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, à l'exception bien entendu de la Guinée? Quels sont les enjeux d'un projet social, politique et économique? Est-ce du ressort des transitions politiques d'engager des réformes d'une telle nature qui plus... Enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara, spécialiste des questions d'intégration et du droit international. Tout juste à côté de vous, Khalifa Siré, bonsoir. Bonsoir. Administrateur civil, expert en développement et en stratégie locale. Et Dr Rodrigue Bonani, bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'INES, l'Institut des sciences des sociétés du CNRST, qui est le Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Merci à vous trois d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait, le Premier ministre Apollinaire Kilem Joaquin Sombe de Tambela, panafricaniste convaincu, enfin. Ce projet de refondation qui n'est pas nouveau en lui-même, même s'il est lié à l'actualité récente. Je vais vous rappeler un passage du discours du Premier ministre, son discours d'orientation et d'engagement patriotique devant l'Assemblée législative de transition, dans lequel il dit, je le cite, « Nous esquisserons donc à l'endroit de nos voisins immédiats des rapprochements en vue de jeter les bases de l'avènement d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest, incluant le Burkina Faso. » Fin de citation. Alors ma question est la suivante et je m'en vais la poser à Rodrigue Bonani. Peut-on aller dans une fédération avec ces trois pays ici et maintenant? Eh bien, merci pour l'invitation. Vous l'avez dit, c'est vrai que c'est une question qui engage nos vies individuelles et qui engage aussi la collectivité, parce que comme une fédération, ça entraîne toujours des modifications considérables. Voilà, et donc les enjeux sont énormes. D'accord, sur le plan psychologique, de la psychologie collective, sur le plan aussi de nos frontières, c'est beaucoup de choses. Voilà, donc il faut savoir que l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Ça a été une idée défendue par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963 jusqu'à actuelle l'Union africaine. Il y a eu des tentatives, je sais que avant même les indépendances, du moins dès leur indépendance dans les années 50, le Ghana et un certain nombre de pays ont pensé d'abord à une fédération qui était à deux, après venir à trois avec la Libye, le Maroc, l'Algérie et d'autres pays, voilà, qui était appelée, je crois, l'Union des États d'Afrique. Mais bon, il y a eu aussi la fédération du Mali.
et qui regroupait le Sénégal, le Mali, après le Burkina, voilà. Mais le problème, c'est que quand on fait ce rappel historique, c'est que jusque-là, bon, on se rend compte qu'il y a des tentatives qui ne marchent pas. Moi, je crois que c'est là le fond du problème. Pourquoi ça ne marche pas? Dans les situations normales, ça n'a pas marché. Nous sommes maintenant dans un contexte d'insécurité, dans une transition. Bon, c'est pourquoi je dis l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Voilà, nous sommes des États. Voilà. Le fait historique que vous rappelez, le Premier ministre l'a dit, les mentalités n'étaient pas prêtes à l'époque, peut-être pour aller à une fédération. Est-ce qu'il ne faut pas, comme il a relevé, professeur Ili, oser inventer l'avenir? Ce sont ces mots. Bon, oui, oser inventer l'avenir, c'est vrai, et comme l'a dit le docteur Bonane, je pense que dans le principe, l'idée est bien, et comme l'a dit quelqu'un, tout ce qui sort de l'imagination des hommes peut être réalisé par les hommes. Donc, dans le principe, c'est possible, mais oser et dire que les mentalités ont évolué, moi j'ai des doutes, hein, parce que au contraire, moi je pense que les choses sont devenues beaucoup plus complexes, parce que nous avons des États qui se sont affirmés, des États-nations qui commencent à naître. Je pense que nos États sont encore beaucoup plus, j'allais dire, jaloux de leur souveraineté que dans les années 60. Donc si au sortir des indépendances, les États, avec l'esprit, l'ambiance du panafricanisme qui régnait aussi bien au niveau des intellectuels, au niveau des politiques, ça n'a pas marché. Je doute fort que 60 ans et quelques après, où les États se sont affirmés, sont en train de s'enraciner, on puisse aujourd'hui, en tout cas facilement, fusionner des États pour donner Vous n'avez pas le sentiment que la jeunesse africaine veut, je veux dire, un nouveau changement, veut sortir justement de ces... Oui, la jeunesse veut un changement, mais je pense, oui, mais je ne pense pas que ce soit la fédération qui est revendiquée par la jeunesse. La jeunesse veut des choses basiques, le travail, l'éducation. Si ça peut se réaliser à travers une fédération, tant mieux. Mais personnellement, je ne pense pas que ça soit nécessairement à travers une fédération que l'on peut atteindre ces questions existentielles essentielles pour la jeunesse. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait une jeunesse particulière qui revendique que les États s'unissent. Si les États s'unissent, c'est tant mieux. Mais personnellement, je ne crois pas, parce que pour avoir parcouru un peu l'Afrique, pour avoir travaillé avec les administrations africaines, je pense que les mentalités, en tout cas au niveau de l'administration, au niveau des dirigeants, ne sont pas prêtes à cette union-là. Il a fait les rappels historiques. Et quand vous prenez récemment, vous regardez, au contraire, ce qu'on observe sur le continent, c'est plutôt des velléités sécessionnistes. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Quand vous prenez le Cameroun, menacé par une sécession, le Nigeria également, beaucoup de l'Éthiopie. Donc, au contraire, la réalité sur le terrain... Vous dites qu'il y a une velléité de... Bien sûr, beaucoup d'États sont menacés par des sécessions, y compris le Mali lui-même. Donc, la réalité qu'on observe sur le terrain, c'est plutôt le contraire, vers les fédérations. Bien sûr, il faut travailler à ce que les États ne continuent pas de s'exploser, mais en tant que réaliste, moi je suis plutôt réaliste, quand on observe sur le terrain, ce qui est observable, c'est plutôt une tendance vers des séparations. Et il y a des exemples de séparation qui ont malheureusement réussi. On a le cas du Soudan du Sud, on a le cas du Soudan du Sud, l'autre exemple c'est l'Érythrée. Donc depuis les années 60, contrairement aux projets de fédération qui ont échoué, au contraire, on constate des scissions d'État. Donc ça, c'est la réalité sur le terrain. Khalifa, ces trois pays ont ceci de commun. Ce sont des pays qui sont dirigés par des transitions conduites par des militaires, mais en même temps qui sont exclus de la CEDEAO. Est-ce que c'est cette situation qui les a braqués, enfin qui a braqué ces autorités pour aller vers une fédération? Et est-ce que c'est la meilleure alternative du moment? De mon humble avis, c'est très déterminant en effet. Vous avez ressorti un extrait du discours du Premier ministre d'orientation. En son temps, enfin peut-être peu de gens ont retenu cette phrase. Hein, bon, moi je l'avais retenu, ça faisait partie de quelques phrases qui émaillaient ce discours, qui relevait un peu de l'idéalisme quasi-estudiantin. Bon, c'était une rhétorique vraiment... Bon, personne ne se disait qu'il allait essayer quelques mois après de voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens. Mais en vérité, c'est ce que vous dites, et c'est l'attelage, un attelage anti-CEDEAO qui est très mal monté,
qui est très mal conduit, très mal managé. Et je m'explique. Parce que quand vous regardez un peu quel est le processus pour avancer dans cette affaire, vous comprenez qu'il y a un peu d'enfumage, aussi bien administratif que institutionnel. En fait, en dehors de la déclaration publique du Premier ministre, qui était absolument inappropriée, au Mali, auprès de nos ressortissants au Mali, ce qui en soi n'est pas une bonne pratique diplomatique, puisque apparemment les réunions officielles n'ont pas parlé de fédération. Lui, il rencontre nos ressortissants et il en parle. Lesquels ressortissants ne savent même pas de quoi il s'agit, puisque même leurs concitoyens à l'intérieur des frontières n'étaient au courant de rien. Puis après, il y a cette fameuse réunion à 3. Sauf que, comme vous le rappelez, il a été dit dans son discours qui vaut nomination, je vais dire son discours de politique générale à l'Assemblée, oui. Il a parlé d'aller vers un État fédéral avec les pays qui sont... Justement, pour ça, il dit que c'était une déclaration comme ça, qui relève davantage la rhétorique stylistique qu'autre chose. Voilà. Maintenant, évidemment, moi je me fie à la déclaration, au communiqué conjoint. Nulle part on est dit oui, nous avons travaillé sur la fédération, et voilà ce que nous avons fait, parce qu'une fédération, quand on lance l'idée, pour qu'elle arrive à maturation, évidemment, ça dépend des contextes, mais il faut plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Donc le problème n'est pas là. La véritable raison qui semble motiver cette escalade plus ou moins, moi je dis en subterfuge, hein, c'est peut-être, et ça c'est dommageable aussi, c'est de créer une sorte d'embuscade un peu contre la CEDEAO. Et ça c'est dommage. Le premier, je l'ai senti de façon très nette quand il y a eu la rentrée parlementaire à Conakry et que le vice-président de la CEDEAO a été vraiment très, très, j'allais dire, vindicatif, littéraire, presque quasi agressif. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il se passe des choses. C'est-à-dire que nous avons 3 États qui sont en situation de ne pas pouvoir répondre à leurs obligations devant les normes de convergence démocratique de la CEDEAO et qui ont eu, on leur a fixé des échéances, lesquelles échéances ont été acceptées du bout des lèvres, parce que la plupart de ces États savaient ne pas pouvoir respecter cette échéance. Maintenant que l'échéance s'approche dangereusement et que rien ne permet véritablement d'avancer un argumentaire solide, etc., plutôt que d'aller vers des sollicitations de moratoire, bon, on fait un peu comme des pieds nickelés là, on s'en va, on bascule sur des dossiers, sur des déclarations à l'emporte-pièce, on essaye de... Voilà. Parce que moi, j'avoue que quand un responsable de haut niveau dit que nous, on a existé avant la CEDEAO, ça signifie qu'on peut se passer de la CEDEAO, mais bon, c'est quand même pas... ce n'est pas bien. Est-ce que c'est possible de se passer de la CEDEAO? Je crois qu'il faut faire attention parce que la logique dans laquelle on s'engage, notre Premier ministre, nous connaissons déjà cette tendance depuis avant qu'il ne soit Premier ministre. Il est beaucoup plus dans les pas, un peu de révolutionnaire. Bon, il faut faire attention parce que quand même, si eux aussi critiquent aujourd'hui la CEDEAO pour insuffisance de résultats, en fait, le fond du problème, c'est ça. C'est comme la quasi-totalité de nos organisations régionales, quand même l'Union africaine, on dit, bon, les attentes après 50 ans, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, les choses n'évoluent pas. Mais qu'est-ce qui garantit qu'une fédération à 3 va réussir, parce que quand même une fédération, c'est pas un acte politique seulement. Une fédération, c'est à la fois une question politique, une question juridique, une question sociale, une question politique parce que c'est un acte politique qu'on prend. Une question juridique parce que c'est une forme juridique d'association d'État. D'accord? Et maintenant, la vraie difficulté, c'est sur le plan purement social. Est-ce que les populations sont d'accord? Vous savez, il y a 2 semaines de cela, et moi j'ai écouté une radio internationale, on demandait aux Guinéens qu'est-ce qu'ils pensent d'un rapprochement à 3. Mais les points de vue sont partagés. Il y en a qui ont dit que, bon, que le modèle malien de la transition peut insuffler une certaine dynamisme à la transition guinéenne s'il venait à se rapprocher. Mais la grande majorité dit non. Mais
Et si on s'amuse, bon, on va importer le terrorisme chez nous. Donc vous voyez comment les gens voient les choses. C'est pas parce que une fédération, ça suppose d'abord qu'on explique aux populations dans nos langues qu'est-ce que c'est qu'une fédération, les enjeux. Et après, et on demande leur avis. Mais si vous allez imposer une fédération et à des gens, ça ne marche pas. Donc, aller contre la CEDEAO, je crois que ça n'a pas de sens. Le problème pour moi, depuis que nos organisations existent, la question n'est pas d'aller contre... Est-ce que les reproches, les griefs qui sont faits à l'encontre de la CEDEAO ne sont pas justifiés quand le Premier ministre dit, par exemple, que la CEDEAO n'a pas assez soutenu le Burkina dans la situation qu'il vit aujourd'hui? Bon, justifié, et c'est une remise en cause générale. Et parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on accuse la CEDEAO par rapport à un problème. Il faut, qui a créé nos organisations? Ce sont les chefs d'État. Il y a essentiellement des grandes sortes d'organisations. Il y a des organisations d'intégration qui donnent justement où on a des institutions fortes qui ont une autorité contraignante sur les États. Mais il y a des organisations de coopération. Nous sommes, la plupart de nos organisations en Afrique là, sont des organisations de coopération. Donc, ils sont... Vous mentionnez aussi que ce sont des organisations d'intégration. Bon, et c'est là toute la question justement de ces organisations. Oui, c'est cette ambiguïté qu'on est dans ça. Sinon, lui, il est là, il est juriste, il est spécialiste des questions d'intégration. Ben, nos organisations ont quel pouvoir contraignant sur les États, après accepter des recommandations, qui peuvent les obliger à faire telle chose. Bon, on vous exclut, d'accord, mais là n'est pas la question. Je crois que même par rapport au coup d'État à la démocratie, il y a un certain nombre de tests qui ont été adoptés. Est-ce qu'ils sont appliqués? Est-ce qu'ils sont appliqués? Donc tout le problème est là. Il faut que les chefs d'État s'engagent dans une volonté politique à faire évoluer nos organisations. Moi, je pense que franchement, c'est là l'enjeu majeur. Sinon, créer des structures qui peut-être ne vont même pas survivre à ceux qui ont été à l'origine. C'est pas exclu. Donc, vous êtes déjà pessimiste? Franchement, pour une création d'une fédération. Non, moi je suis pas. En fait, je suis pas d'accord qu'on continue à créer des organisations, des fédérations. Non, que l'on pense sérieusement quels sont les problèmes réels qui font que après les indépendances jusqu'à aujourd'hui, nos organisations d'intégration n'évoluent pas. Alors, Khalifa Wassewe, est-ce que les dirigeants de ces trois pays parlent le même langage concernant l'idée de création d'une fédération? Les dirigeants au plus haut niveau, aucun ne s'est prononcé officiellement, à ma connaissance. Aucun, jusqu'à présent. On sait que le président Doumbouya a plus ou moins ébauché la question en disant clairement que lui, il n'est pas dans des jongleries. Je crois que c'est le terme assez trivial qu'il a expliqué. Peut-être qu'il est dans une opération de charme vis-à-vis de la CEDEAO. Il ne souhaiterait pas se mettre vraiment frontalement en but à cela. Mais c'est clair qu'au Burkina et au Mali, bon, la situation, notre Premier ministre a l'avantage d'être prolixe. Donc il dit toujours ce qu'il pense au-delà de ce que l'État pense. Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit porté d'un mandat officiel pour dire tout ce qu'il dit, puisqu'il n'a pas souvent de documents ou de références ou on ne peut pas documenter, par exemple, par le canal du Conseil des ministres que tel et tel sujet fait l'objet vraiment d'une étude et d'une projection sur le court, moyen et long terme. Donc ça fait que c'est très difficile de répondre à la question de manière formelle, mais on peut dire effectivement que c'est sûr que l'idée n'est pas diffusée de manière harmonieuse. Chacun a son problème. Les trois ont en commun, le plus petit dénominateur commun, c'est le putsch. Donc d'être suspendu pour justement être en désaccord, non, être en rupture avec les textes, parce que quand vous prenez les 10 principes fondamentaux de la CEDEAO, le 10e étant le plus récent sur les questions de convergence politique, et démocratie et d'élection, eh bien, évidemment, le problème, ce n'est pas de créer des tirs de barrage. Je pense que les gens commencent à comprendre, parce que je vois déjà que vers l'Union africaine, il y a une opération beaucoup plus sérieuse, à mon sens, beaucoup plus normée, j'allais dire, vers des gens, des personnalités, vers les instances même de l'Union africaine, pour dire vraiment, voilà ce qu'un plaidoyer. Vous parlez de la ministre des Affaires étrangères, Olivier Wamba. Ça me semble plus cohérent, plus structuré et plus normé. Et c'est la même chose qu'il faut aller faire à Abuja également. Parce que s'en prendre à la CEDEAO,
c'est un faux combat parce que, en fait, quelles que soient les lacunes de la CEDEAO, nul ne peut dire qu'en Afrique, à ce jour, c'est la seule expérience d'intégration qui a atteint ce niveau, presque quasi pré-confédération. Malgré toutes les lacunes, malgré toutes les insuffisances, malgré souvent les écueils et quelquefois même les aberrations, voilà, notamment en matière d'interposition militaire, etc., etc. Il y a mais quand vous regardez, la règle scientifique veut qu'on reconnaisse que après l'Union européenne, dans le monde, nous sommes devant l'Union africaine, devant la SADC, devant l'ASEAN, devant etc. C'est un cycle de maturation qui est en cours. Donc, vous me faites un travail au sein de cette organisation qui a quand même quelques avancées notoires, qui a des acquis, qui a une historicité également en termes d'intégration, de culture, d'administration, d'histoire coloniale. Parce que pour mettre ensemble des États anglophones, enfin précédemment colonie de la France, colonie du Portugal, colonie de l'Angleterre, il faut pouvoir le faire. Il a fallu que les devanciers fassent cet effort de méthode et aussi vraiment ont été guidés par Padmore, par Nkrumah et par tous les grands penseurs du panafricanisme. Alors je précise pour ce qui est du décret signé par le président guinéen Mamadou Doumbia, ce décret authentique, parce qu'il y a une rumeur qui circulait justement sur les réseaux sociaux faisant croire l'information selon laquelle Mamadou Doumbia se désolidarisait du projet de fédération. Le décret authentique, mais il s'agit d'un décret, comme vous l'avez relevé, qui concerne la période de la transition entre le putsch de 2021 et un futur retour des civils au pouvoir en Guinée, a été publié début février. C'est vrai que les questions vont se les pays vont commencer, si ça continue et qu'on n'est pas sûr de trouver d'avoir la même cohésion dans un mois ou deux. Parce que vous savez que le Burkina a quand même été un peu considéré comme le petit mollasson, qu'on caresse plutôt qu'on ne bastonne. À l'inverse du Mali, par exemple, à un moment donné, les gens vont venir dire au Burkina, vous voyez, nous, on vous a toujours tenu à part, on vous considère d'une manière spécifique. Est-ce que j'espère que vous avez suivi. Le Burkina bénéficie d'un traitement de faveur au niveau de la CEDEAO. On a une visite officielle aujourd'hui même. J'espère que chaque Burkinabé comprend quel est le sens profond et le message porté par le président Talon à son homologue Ibrahim Traoré. Voilà. Je pense que vraiment, l'idée, c'est de dire, si vous avez des problèmes, venez, on s'assoit et on en discute. Voilà. La visite du président Talon à Ouagadougou, visite éclair n'est pas fortuite? Bon, je n'ai pas suivi l'actualité sur la question, mais il est clair que, comme le dit M. Séré, le Burkina avait toujours été traité de manière spécifique au niveau de la CEDEAO. Et puisqu'il fallait tout faire pour que le Burkina ne rejoigne pas l'attitude malienne, le camp du Mali. Maintenant, à un moment donné, les choses ont changé, bien sûr, avec l'arrivée du deuxième coup d'État. Mais il est clair que les gens ne vont pas croiser les bras, ils vont toujours travailler parce qu'il est clair également que la CEDEAO, une éventuelle sortie d'un ou de plusieurs des pays de la CEDEAO va également porter un coup à la CEDEAO. Donc, il n'y a pas que ces États qui seraient inconfortables ou menacés. La structure de la CEDEAO pourrait être également touchée si d'aventure, parce qu'on ne sait jamais, ça peut commencer comme ça, des petites... Une fédération de ces trois pays est-elle envisageable? Même pas la fédération. Aller jusqu'à la sortie d'un ou de plusieurs pays. La fédération, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas, pour les raisons que j'ai avancées, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, jusqu'à présent, ça semble être seulement notre Premier ministre qui est le porteur du projet. Apparemment, c'est lui seul qui y croit. Donc, au plus haut sommet de l'État, on n'a jamais entendu quelqu'un, ou en tout cas des gens se prononcer là-dessus. Et comme je l'ai dit, personnellement, je ne crois pas trop au fédéralisme en Afrique. Ça, c'est un point de vue personnel. Mais ce projet particulier-là, on a vu qu'en réalité, il n'y a pas véritablement un fondement. C'est vraiment comme ça a été dit, c'est un front anti-CEDEAO. C'est vraiment circonstanciel, de sorte que je ne sais pas à quelle aspiration réelle ça répond.
pour que ça puisse réellement prendre forme et puis vivre. C'est ça, je ne crois pas. Mais il n'est pas exclu que si ces attitudes, ces différences entre la CEDEAO et certains États continuent, ça peut aller ça peut inciter certains États à quitter la CEDEAO. Il y a eu des États qui sont partis de la CEDEAO. La Mauritanie est un exemple. Donc, quand le Premier ministre dit qu'on peut exister avant la CEDEAO, ce n'est pas faux dans le principe. On peut vivre sans la CEDEAO. Mais est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est indiqué pour le Burkina Faso de quitter la CEDEAO? Ça, c'est un autre débat. Sinon, on peut même quitter toutes les organisations internationales. Hein. En même temps, est-ce que ce n'est pas indiqué aussi pour ces pays qui font face au même problème, je vais parler du Mali et du Burkina, de se mettre ensemble dans une sorte d'alliance communautaire? Bon, enfin, même si le Premier ministre burkinabé a parlé de fédération, de se mettre dans une sorte d'alliance communautaire pour faire face à leurs problèmes. Il y a effectivement s'unir pour faire face à leurs problèmes, mais en réalité, tous les trois n'ont pas les mêmes problèmes. La Guinée, le point commun avec la Guinée, c'est juste le putsch et la question de la transition qu'il faut régler avec la CEDEAO. Mais pour le Burkina et le Mali, ça c'est autre chose. Au-delà des questions de retour à l'ordre constitutionnel, il y a la question sécuritaire et on partage des frontières. Donc, absolument, et bien avant qu'on parle de cette histoire de fédération, le Burkina et le Mali étaient dans une, dans une coopération pour essayer de se renforcer mutuellement dans la lutte contre l'insécurité. Donc, il y a cette coopération pour faire face aux problèmes, mais également, pour les trois, je pense que c'est beaucoup plus pour pouvoir peser dans les futures négociations avec la CEDEAO, parce que comme ça a été dit ici, les quelques 2024, ça va être, la tension va encore monter entre ces États et la CEDEAO. Mamadou Doumbia s'est engagé justement à donner le pouvoir aux civils. Oui, en Guinée, ce sera beaucoup plus facile, mais au Burkina et au Mali, si la situation sécuritaire ne s'améliore pas véritablement, il est clair qu'en 2024, ces États-là seront dans une posture de demander une prolongation de la transition, ce qui n'est pas chose gagnée par avance. Bien sûr que dans le compromis avec le Burkina, on a dit que c'est dynamique, on pourra revoir. Mais il est clair qu'une éventuelle prolongation de la transition ferait l'objet d'un débat avec la CEDEAO, et certainement que ces pays-là sont en train d'anticiper en essayant d'unir leurs forces. Alors, comment ces trois pays, je veux dire, ces deux pays particulièrement, le Mali et le Burkina, ou ces trois pays qui sont suspendus par les instances de la CEDEAO, comment ils font justement pour faire face à leurs problèmes domestiques, quand on sait que le Mali et le Burkina sont confrontés au terrorisme? Oui, il faut dire d'abord que ce sont des États souverains qui ont adhéré à la CEDEAO. Et s'ils sont suspendus, bon, l'administration fonctionne. Voilà, ils trouvent d'autres moyens et d'autres voies et moyens justement pour faire face aux problèmes. Maintenant, comme ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous sommes des voisins directs avec le Mali. Et nous avons, et comme l'a dit notre collègue, nous avons avec le Mali des problèmes qui sont communs, qui est la question sécuritaire. Et je crois que justement avant que le président actuel du Burkina soit là, quand même nous avons des coopérations en matière sécuritaire. Voilà, donc ça ne fait que maintenant avec la question du terrorisme, des coopérations qui n'ont semble-t-il n'ont jamais prospéré ou n'ont jamais aidé justement ces pays mais vous savez que à régler dans le fond ces problèmes-là. Oui, c'est pas que ce sont des coopérations qui sont pas dynamiques. Vous savez, le dynamisme d'une coopération dépend aussi des circonstances. Voilà, quand vous êtes en période de paix, des coopérations en matière militaire, ça se sent pas. Mais c'est quand vous êtes en état de guerre, comme actuellement, qu'on voit que, voilà, en termes de renseignement, et puis bon, il faut dire qu'en matière de coopération militaire, tout ne s'expose pas sur la place publique. Voilà, nous ne pouvons pas savoir, c'est lorsqu'il y a des mouvements de troupes, et puis bon, qu'on peut le savoir, ou quand lorsque les ministres de défense se rendent visite mutuellement, mais la coopération existe. Oui, mais il y a le G5 Sahel qui cherche encore ses marques. Khalifa, c'est par rapport aux organisations dans lesquelles le Burkina a signé des conventions, mais par rapport aussi aux organisations, je veux parler du G5 Sahel, de l'initiative d'Accra qui est en train de voir le jour, toutes ces initiatives qui, à la réalité du terrain, ne permettent pas justement à ces pays qui sont vraiment englués dans les questions de terrorisme de s'en sortir. Oui, et
nous ramène justement à l'intégration. L'intégration politique qui se décline de manière assez, quelquefois de manière assez paradoxale, mais de manière en tout cas toujours un peu différentielle. Parce que si vous prenez la crise du Libéria avec l'intervention calamiteuse de l'ECOMOG, et puis vous prenez aujourd'hui la situation donc du terrorisme au niveau du Sahel, vous vous rendez compte que en fait la CEDEAO a évolué sur beaucoup de plans en termes de convergence, c'est-à-dire les ratios de dette, les ratios de ponction fiscale, les convergences en matière d'inflation, la gestion, la régulation sur les PIB, le PIB nominal dans chaque État, etc., etc. Tout ça, c'est très bien. Il y a eu beaucoup. Et puis d'autres, même dans les secteurs de l'agriculture, le développement durable, etc. Il y a des avancées. Mais on sent que la CEDEAO est absolument engluée dès qu'on parle de défense et de sécurité. Voilà. Bon, il y en a qui pensent que ça fait pas des thèses qui sont acceptables. C'est parce que le géant, qui fait 70% du PIB nominal de l'espace, c'est le Nigeria. Le Nigeria lui-même a des problèmes de sécurité. Est en guerre depuis plus de 15 ans. On l'oublie souvent. Donc le Nigeria ne peut plus se déployer ou déployer des gens comme la Sierra Leone, le Ghana, qui d'habitude suivent en fait ces mouvements. Donc ça c'est une explication, mais qui ne doit pas tout expliquer. Une organisation doit être à même d'avoir une envergure, j'allais dire, quasi uniforme. Or, cette envergure est flageolante quelquefois dans certaines zones, etc., etc. Et pour le Sahel, c'est clair que la CEDEAO a été totalement prise de court et totalement inerte. Que ce soit le G5 Sahel, et que ce soit l'initiative d'Accra, on se rend compte que des puissances externes ont eu une influence néfaste sur sa ligne programmatique. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est la question même du cycle de maturité de la CEDEAO qui se trouve ici. On a donc des points, des enclaves de ses principes fondamentaux qui ne peuvent pas se mettre en place tant que les États eux-mêmes n'atteignent pas un certain niveau de maturité. Parce que le CEDEAO, il faut aussi dire une caractéristique de la CEDEAO, c'est sa difformité. C'est un mastodonte mal calibré. Je vous ai dit, le Nigeria, 69,7% du PIB, quand même. C'est un peu trop. Puis la Côte d'Ivoire, 24%. Et tous les autres, la grande multitude, regardez les miettes que ça représente. Et vous prenez également en population, prenez en puissance militaire, vous prenez en... Ça fait donc, quelquefois, qu'on le veuille ou pas, même si le principe de base, c'est l'égalité, la solidarité et la péréquation, il se trouve que quand quelqu'un fait... vous ne faites que 1/10 de la puissance de quelqu'un, vous êtes obligé d'attendre quand même son quitus avant de lancer quelque chose. Il y a des pays qui sont de bonne volonté au sein de la CEDEAO qui aimeraient bien mettre en pièce le leadership, j'allais dire l'encombrant leadership qu'exerce la France par exemple sur ses anciennes colonies, qui auraient aimé que le G5 soit un G5 endogène, autochtone, mais qui n'ont pas vraiment voix au chapitre quelque part, qui ne peuvent pas taper du poing sur la table. Bon, est-ce qu'il faut inventer un droit de veto ici? Justement, une des particularités positives de la CEDEAO, il n'y a pas de veto, il n'y a rien. C'est-à-dire que chaque pays, et d'ailleurs les plus petits pays, ont plus de représentants dans les instances technico-administratives de la CEDEAO. Ça fait pas, je parle sous le contrôle du professeur Ili qui a beaucoup travaillé sur ça. C'est en termes de structuration, il y a vraiment des efforts d'équilibre et de solidarité. Les plus grands partagent avec les autres. Maintenant, quand les petits ont des problèmes, les plus grands ont été en jeu. Ça veut dire que le Nigeria, dès 2012, c'est le Nigeria qui devrait intervenir au Mali, à Aguelok, et non pas à Serval. C'était le Nigeria en précurseur, avant que les Comores ne se mettent en forme. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que déjà, le Nigeria lui-même était en but à des problèmes intérieurs de sécurité. Voilà, donc il y a eu des conjonctions aussi défavorables dont il faut tenir compte. Mais en tout cas, on est dans un cycle défavorable pour notre intégration. Peut-être ça, c'est une victoire des terroristes. Peut-être l'une de leurs plus grandes victoires. Voilà. Quand on commence à chipoter à l'intérieur d'un espace,
qui est allé aussi loin que la CEDEAO, c'est qu'effectivement, le modus vivendi est plus ou moins brisé, en tout cas, il est assez déchiré, et que ceux qui l'ont fait, c'est d'abord les terroristes qui nous ont amené ça. Tout le monde est troublé aujourd'hui. Alors, plus je vous écoute, plus j'ai l'impression, enfin, c'est une impression que le projet de refondation, enfin, ce n'est pas pour maintenant, c'est voué à l'échec. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas essayer, comme l'a rappelé le Premier ministre, poser déjà les jalons? Il a même rappelé, nous ne sommes pas sûrs de réussir, nous aurons au moins essayé. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, pour ce projet de refondation, au moins essayer? Oui, mais quand il dit essayer, moi, je ne sais pas exactement en quel sens. Est-ce qu'il parle que les trois États s'entendent et puis ils décident politiquement, la fédération est créée? Et maintenant, on verra à l'intérieur comment ça va marcher. Sinon, essayer, ça va renvoyer à quoi? Si c'est émettre l'idée, l'idée est déjà émise. Voilà, comme on l'a dit depuis les indépendances, l'idée est émise. Mais maintenant, lui, c'est que le Premier ministre ne rentre pas dans les détails. Quand il dit essayer, essayer, c'est quoi? Est-ce qu'à tout prix, il faudrait que, justement, cette fédération ait lieu pendant la transition des trois États? Moi, c'est ce qu'il précise. Est-ce qu'à tout prix, c'est cela? Ce serait vraiment dommage, ce serait un échec. Voilà. Parce qu'on ne peut pas prendre, les trois États ne peuvent pas s'associer, les trois chefs d'État, même pas les États, j'allais dire les trois chefs d'État ne peuvent pas s'associer pour dire, bon, nous prenons un acte politique qui crée la fédération. Et maintenant, même si nous ne sommes pas là-bas, et on va voir comment ça va marcher. Non. Vous dites que ce n'est pas aux autorités de transition d'engager des actes de ce genre-là? Non, mais parce que si le Premier ministre dit qu'il faut poser les jalons, si ce n'est pas un acte concret, bon, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Et cet acte concret, ça peut être quoi? Si ce n'est pas un acte qui devient qui justement est dans la date de naissance de la fédération. Sinon, essayer de prendre personnellement, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Voilà, puisqu'il n'a pas donné trop de détails sur cela. C'est vrai qu'il a invité les patrons des affaires étrangères, enfin, c'est les ministres des Affaires étrangères à travailler sur le sujet au Sénégal. Bon, j'allais dire, en fait, dans le fond, cette fédération, si elle arrive à avoir dans le fond, ce n'est pas contraire à la CEDEAO, puisque la fédération aboutit à un nouvel État qui pourrait être membre de la CEDEAO, dans le fond. Mais c'est qu'elle n'est pas réaliste. Elle ne peut pas se réaliser, voilà, dans ce contexte-là. Il y a tellement de problèmes que poser même le principe de cette fédération en ce moment, bon, je ne sais pas, mais je crois que, c'est vrai, le Premier ministre est convaincu depuis très longtemps de ses idées panafricanistes, ça c'est connu, mais à l'heure actuelle, non seulement c'est pas réaliste, il y a forcément un chemin à suivre. Je ne vois ce genre d'initiative, oui, et je ne vois même pas vraiment l'utilité, hein, au fond, hein, parce que c'est pour résoudre quel problème? Parce que des États qui sont déjà tous, minés par des problèmes, finalement, ce serait une addition de problèmes, parce que quand vous regardez des pays qui maîtrisent, les deux pays, Mali, Burkina, qui maîtrisent à peine 50% de leur territoire, s'asseoir, parler de fédération à l'heure actuelle, je pense que c'est, voilà, les priorités sont ailleurs, ça c'est clair. Maintenant, ça n'empêche que les débats sur le panafricanisme doivent se poursuivre sur le continent, parce que effectivement, si on arrivait à créer ne serait-ce qu'une fédération de 3, 4, 5, voire d'États régionaux, ça peut être un plus pour nos États, mais ça c'est un débat qui doit se poursuivre, même si personnellement, comme il lui fallu aller peut-être vers une confédération, c'est quand même différent d'une fédération. Oui, mais en réalité tout c'est plus ou moins la même chose, parce que confédération, il y a déjà eu des expériences aussi à la Sénégambie, c'était une forme de confédération, et la CEDEAO d'ailleurs, hein, déjà plus ou moins, même si on n'est pas encore à ce stade, donc créer des projets parallèles, pour moi, franchement, je pense que c'est pas réaliste, et c'est même pas utile, hein, à un certain point de vue. Travaillons à renforcer d'abord
nos organisations d'intégration économique qui existent, on en a déjà trop. On a la CEDEAO, on a l'UEMOA, on met déjà beaucoup d'argent dans ces institutions qui marchent plus ou moins. Travaillons à les renforcer, à respecter les principes. Si aujourd'hui tout ce débat se pose à l'heure actuelle, c'est parce que justement il y a eu ces ruptures démocratiques dans ces pays-là, qui fait que aujourd'hui ces pays sont un peu en déphasage avec le projet d'intégration régionale. C'est vrai qu'également le projet d'intégration régionale, la CEDEAO, n'a pas beaucoup aidé dans la résolution des problèmes que ces pays-là rencontrent, notamment la crise sécuritaire. Mais comme ça a été expliqué ici, en réalité, les problèmes de la CEDEAO, ce sont les problèmes des États. L'institution, la CEDEAO, souvent, quand vous entendez les gens parler, la CEDEAO ne fait rien, la CEDEAO ne fait rien. La CEDEAO, ce n'est pas une instance extra-étatique, ce sont les États. Donc, si les États ne font rien, la CEDEAO ne peut rien faire. Donc, supprimer la CEDEAO, ça ne va rien changer. Créer d'autres structures, ça, je ne suis pas sûr que ça va également changer quelque chose. Quand on accuse, par exemple, la CEDEAO de ne rien faire pour le Burkina, quand le Mali avait ses problèmes, on pouvait également porter la même accusation sur le Burkina, puisqu'à ce moment, le Burkina n'a pas de problème, il était membre de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? C'est vrai qu'il y a eu des soldats qui ont été envoyés par-ci, par-là, mais fondamentalement, ces États-là n'ont pas pesé pour que la situation puisse connaître un changement sérieux sur le terrain. Donc, les accusations qu'on porte sur la CEDEAO, c'est des accusations qu'on doit porter sur chacun des États de la CEDEAO, y compris nos pays, qui sont toujours membres de la CEDEAO. Jusqu'à preuve du contraire, on est encore membre de la CEDEAO. Suspendu d'abord des instances. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de contourner les sanctions de la CEDEAO? Khalifa Siré. Le fait de parler de fédérations, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit c'est de l'enfumage quelque part. D'un point de vue, il faut, disons les choses clairement. C'est de l'enfumage, c'est des tirs de barrage, on met des embusques, des barricades pour dire, bon, CEDEAO, si vous venez vers nous, nous on va vous dire qu'on n'est pas d'accord. On commence par dire, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais le discours va-t-il prospérer? Moi je dis non. Pour une raison très simple. Au Burkina comme au Mali, bientôt, même les sociétés civiles, mais singulièrement les sociétés, les formations et partis politiques, vont dire, bon, écoutez, les coups d'État là, on les a agréés parce qu'on pensait que vous alliez faire la guerre vraiment et restaurer l'intégrité du territoire. Comme vous n'y arrivez pas, on ne va pas continuer jusqu'au calendrier grec. Alors, la question des agendas et du remembrement des transitions va se poser. Très bientôt, aussi bien au Mali qu'au Burkina, les gens ont dit, bon, écoutez, ces histoires d'ALT, de quoi, tout, il faut tout revoir. Et ça, je vous donne ma parole, hein, bientôt, parce que les partis politiques vont dire, mais nous sommes complètement grigés. Après, vous imaginez en 2027, si les partis politiques sont dans la même situation, c'est dire qu'on aura pratiquement éteint toute activité d'animation politique. On a dit aux partis politiques de rester à carreau, de se tenir à carreau. Oui, ce sont des gens qui sont égoïstes, qui ne pensent, sont nombrilistes. Les gens sont dans leur rôle. Les gens sont dans leur rôle. Et c'est ceux qui ont fait le putsch qui sortent de leur rôle, malheureusement, qui n'arrivent pas à assumer. Parce que quand on n'arrive pas à assumer un devoir, une mission sacrée, on doit le dire clairement. Nous avons tel problème, tel problème. Or, malheureusement, les militaires qui font des putschs s'épanchent dans le mensonge, dans le déni et dans l'affabulation. L'autre point de la question, est-ce que ce n'est pas que la démocratie aujourd'hui est en crise? Mais elle est bien sûr en crise, ça c'est clair. C'est ce que je dis. Mais cette crise-là, nous sommes aujourd'hui dans une situation de couveuse. C'est une mise en couveuse. C'est même pas je ne parle même pas du communiqué de l'État pour dire oui, les activités sont... Mais quand même il y a un push en des temps aussi particuliers, en des temps aussi douloureux que ce que nous vivons, et le Mali aussi, évidemment, chaque citoyen a un devoir sacré de se tenir à carreau et d'aller plutôt vers les autres citoyens afin d'aider, de voir dans quelle mesure aider ce pays à la résistance, à la contre-offensive,
pour aller vers la victoire. C'est cet ensemble, c'est ce logigramme qui balbutie. Nous n'arrivons pas à le mettre en place. Aucun acteur ne joue correctement son rôle. Donc, évidemment, pour moi, la faute incombe aux responsables. Ceux qui ont pris leurs responsabilités en faisant un coup d'État pour être eux-mêmes la totalité du pouvoir de l'État. C'est-à-dire gérer l'État, concevoir la défense, acheter les armes, aller sur le terrain, faire la guerre et nous ramener la victoire. Ça fait beaucoup, mais c'est eux qui ont décidé comme ça. S'ils ne le font pas, là, ils se dédisent. Voilà. En attendant, il y a beaucoup de projets de développement ces trois pays. On a parlé de chemin de fer Ouagadougou, Bamako, Conakry, mais il y a aussi d'autres projets qui concernent le Burkina, des pays voisins immédiats. Je vais parler du Burkina et le Ghana. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces chantiers? Ou parce qu'on est en froid avec la CEDEAO? Oui, voilà effectivement un des projets, voilà, le chemin de fer dont vous parlez là, Ouaga-Conakry. Je ne sais pas, franchement, il y a des moments où on se pose des questions si on vit dans les mêmes pays, parce qu'on a même des problèmes pour amener le chemin de fer à Tambao, à côté. Maintenant, c'est sous une transition qui dure à peine 2 ans qu'on veut... Bon, peut-être qu'il faut commencer. Et quelle analyse a été faite pour dire qu'il faut vraiment un chemin de fer pour aller... Bon, bref, il est clair que je pense qu'il faut que, en tout cas, certaines autorités de la transition se ressaisissent et puis, voilà, revenir aux fondamentaux, aux problèmes réels qui ont suscité cette transition, parce que c'est la question sécuritaire. Voilà, c'est ça. C'est vrai que le pays ne va pas être mis entre parenthèses. D'autres projets doivent continuer. Mais je pense qu'il faut que ce soit des questions quand même qui méritent beaucoup plus de mobiliser les énergies. Voilà, et c'est bon, il y a un chemin de fer pour aller à Bamako, pour aller à Conakry, mais je ne pense pas que ce soit réaliste sous cette transition et je ne pense même pas que ce soit vraiment la priorité. Parce que vous avez parlé d'autres projets qui existent déjà vers le Ghana, qui étaient déjà plus ou moins avancés. On a des problèmes avec le chemin de fer existant, avec la Côte d'Ivoire, le pays avec lequel on a plus de rapports, de relations en termes économiques, en termes sociaux. Donc, j'ai comme l'impression qu'on est dans une sorte de fuite en avant, parce qu'on a des problèmes avec certains voisins. On fait des fuites en avant, alors qu'il faut les régler. On ne peut pas se passer de certains de nos voisins, ça c'est clair. Il faut régler ces problèmes plutôt que de rentrer dans une sorte d'escalade, de fuite en avant, alors que ce sont des problèmes qui vont vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce n'est pas une alternative pour justement contourner l'embargo possible de la CEDEAO? Non, la CEDEAO n'a pas mis d'embargo. Les sanctions ont été levées. Je parlais au cas, par exemple, le Mali qui avait été sous l'embargo, qui a préféré le port de Conakry, qui a trouvé une alternative avec le port de Conakry à l'époque, contourner. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, oui, nous aussi, nous pensons à cette alternative-là, mais quand vous regardez objectivement, quand vous écoutez les opérateurs économiques, ils ne sont pas très nombreux à vouloir réorienter les affaires sur Conakry. Non seulement il y a la distance, et deuxièmement, il y a également des problèmes de route. De qualité de la route entre Bamako et je sais pas, entre le Mali et puis la Guinée-Samtine n'est pas très bonne. Donc, quand vous regardez, c'est comme je l'ai dit, revenons, asseyons-nous, on ne peut pas se passer de nos voisins. Nos voisins sont les États avec lesquels nous allons exister. Si on a des problèmes, réglons-les plutôt que de chercher des solutions qui vont être beaucoup plus coûteuses et ne sont pas durables. Ça, en réalité, ce n'est pas durable. On peut passer par Conakry, mais on a déjà une inflation à 2 chiffres qui est là. S'il faut encore aller jusqu'à Conakry pour importer nos marchandises. Donc, de fuite en avant, vous compliquez, vous complexifiez la situation du pays, alors qu'en s'asseyant, en discutant avec les uns et les autres, on trouve des solutions durables. Sur la question, M. Bounani? Oui, il faut dire que je crois que le président Ibrahim, quand il a pris le pouvoir, il a dit que c'est justement que son prédécesseur Damiba s'est éloigné des objectifs pour lesquels voilà, il l'a accompagné au pouvoir. Mais il ne faudrait pas aussi que lui ici s'éloigne de ces mêmes objectifs parce qu'en réalité, nous sommes dans des États où nous sommes conscients que le développement est nécessaire.
Mais aujourd'hui, nous savons tous que, même ceux qui ne sont pas allés à l'école savent que s'il n'y a même pas de... si la sécurité n'est pas garantie, si nous n'avons pas de paix, il n'y a pas de possibilité de développement. Moi, je pense que, d'autant plus que nous avons des ressources limitées, vaut mieux penser d'abord comment on peut résoudre réellement pour de bon la question sécuritaire. Il faut en faire la priorité des priorités. Bon, les autres aspects du développement, on peut y penser, mais comme moi je vois un peu, quand j'écoute certains discours, j'ai l'impression que les gens, est-ce qu'ils préparent les gens à ce qu'on accepte que la transition devienne comme un pouvoir élu démocratiquement et qui va aller sur 5-7 ans, je ne sais pas, pour avoir autant de projets. Il faut aller à la raison pour laquelle vous êtes là. Voilà. Mais comment on fait la guerre si, semble-t-il, des commandes d'armes sont bloquées dans des ports dans la sous-région? Mais écoutez, on peut toujours trouver un moyen, et je ne pense pas que actuellement, est-ce que le Burkina peut trouver les moyens pour amener ses marchandises? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens? Mais s'il faut, par exemple, quand on parle du problème de chemin de fer, bon, si vous évoquez le cas, justement, des produits bloqués dans les ports, la construction d'un chemin de fer prend combien d'années? Est-ce qu'il faut construire le chemin de fer pour amener les marchandises? C'est combien d'années? C'est pas la construction d'un chemin de fer, c'est pas une histoire de 2 ans, de 3 ans. Souvent, c'est sur des années. Donc, c'est un projet à long terme. Voilà, c'est pourquoi je dis, et on peut penser, le pouvoir en place peut penser un certain nombre, justement, de projets de développement, mais ne pas s'engager dans ces projets. Voilà, on peut dire, voilà, il y a des projets qui sont portés, mais il ne faut pas s'engager. Aller à la question sécuritaire. Aller à la question, parce que c'est là le plus important. Quand on dit nous sommes à combien de millions aujourd'hui de déplacés internes, les écoles sont fermées. C'est ça la priorité des priorités. Si tout cela est résolu, bon, le reste suivra, sinon, va continuer à s'enfoncer. Khalifa, c'est pour le Sahel en général, quelle forme d'organisation sociopolitique? Est-ce qu'il faut rester dans l'intégration, en fait, dans la coopération avec la CEDEAO, l'Union africaine, ou est-ce que, en même temps, je reviens pour parler du Sahel, est-ce qu'on doit penser une nouvelle forme d'organisation sociopolitique dans la région? Oui, on peut y penser, puisque c'est un bassin, c'est le creuset de plusieurs civilisations convergentes, depuis l'Empire du Ghana, l'Empire du Wassoulou, le royaume du Fouta, et puis l'Empire Sonra, etc., le Gelgodi chez nous, etc., le Mogo. Tout ça, on a donc un bassin de vie et de culture qu'on peut utiliser pour faire fermenter une nouvelle matière, c'est-à-dire politico-sociale. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le principal problème là, ce n'est pas l'offre sociale ou même l'offre politique actuellement. C'est l'offre de planification stratégique et notamment les outils. Moi, je répète que nous avons notre principal problème. Nous n'utilisons pas un support de planification tel que le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, qu'est-ce qu'il a? Il vous dit c'est un outil, un tableau de bord. Vous avez dedans les liaisons des tâches, les tâches qu'on peut faire ensemble, les successions des tâches et surtout les points critiques. Ce que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas fini de faire ceci. Et voilà les chocs que vous allez créer, avec donc obligation de mitigation. Ça, quand vous lisez un document de planification, un document de programmation, un document budgétaire au Burkina, vous avez de l'excellent document sur la stabilisation et le développement qui vient de sortir. Quand vous le lisez, tout est ensemble comme ça. Voilà. On ne dit pas ce qu'il faut faire, qui semble pourtant évident. Même si vous demandez à un adolescent, il peut vous dire, c'est la guerre qu'il faut faire d'abord. Comment on peut compartimenter la guerre? Il nous faut développer notre génie de la guerre, notre intelligence sur la sécurité. Si nous arrivons à ça, il y a un moment que tous les autres se mettent en place. Le dialogue communautaire, la réinstallation
la création de nouveaux bassins de vie. Parce qu'un PD qui retourne chez lui, ce n'est plus la même personne. Il faut faire un travail sur son cerveau. Il faut éviter, créer, donc, corriger les chocs traumatiques, etc. Reconstruire les terroirs. Tout ça, ça vient après. Nous, on mélange tout. Okay. On demande aux gens d'être burkinabés, il y en a qui veulent être panafricanistes, souverainistes, fédératistes, quoi, on ne sait pas pourquoi. Le plus simple, on ne commence pas par là. On demande aux gens d'être des burkinabés, simplement, et de mettre au service de la nation, dans la défense civile ou dans l'armée. Voilà. Merci Kalifara Siré. Merci, vous êtes administrateur civil, expert en développement et en stratégie locale. Ouseni Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, spécialiste des questions d'intégration et du droit international. Rodrigue Bonani, qui est chercheur à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de réalisation, l'équipe de production. Merci à René Aimé Bassega, qui est le chargé de production, à la rédaction en chef. Et grosse pensée aux soldats et volontaires pour la défense de la patrie engagés pour recouvrer l'intégrité du territoire. Bonsoir.